Quand on parle de remake, beaucoup s'insurgent, voire même surréagissent. C'est pour ça que je me dois de remettre les pendules à l'heure, afin de prouver que des fois, c'est pas plus mal. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Dites-moi, vous connaissez La Mouche de David Cronenberg? Vous étiez au courant que c'était un remake d'un film français qui s'appelle La Mouche Noire? Oh, voyons, Hélène, il est minuit passé. J'ai eu une journée très dure. Je vous aime bien tous les deux, mais ce genre de plaisanterie. Non, film américain. Je pense que c'est la première fois que je me fais autant berner par une VF. La Mouche Noire, réalisée par Kurt Newman, sortie en 1958, est l'adaptation d'une nouvelle écrite par Georges Langelaan. Mais comme vous êtes sur une chaîne qui parle de cinéma et que je lis pas de livres, on s'en branle un petit peu de cette nouvelle. L'histoire de La Mouche Noire débute avec une scène de crime où un homme semble s'être fait écraser par une presseuse dans ce qui ressemble fortement à un laboratoire. Là où tout pourrait laisser penser à un accident, Hélène Delambre, jouée par Patricia Owens, appelle son beau-frère, François Delambre, joué par Vincent Price, pour le prévenir que François, je viens de tuer André. Il faut absolument que tu m'aides. c'est dans la stupeur que François appelle la police et se rend sur la scène de crime. Hélène, en essayant de se justifier, reste dans ses propos centrés sur une mouche à tête blanche, ce qui va pousser les autorités à la trouver folle et donc à la mettre sous surveillance. C'est dans sa chambre et sous les mains de diverses femmes de chambre et infirmières qu'elle va continuer à chasser les mouches, au point de s'effondrer aux larmes lorsque François va en tuer une ou même lui annoncer qu'il en a trouvé une avec une tête blanche. A savoir que dans ce film d'1h30, cette petite partie dure déjà une bonne trentaine de minutes, ce qui, on va pas se mentir, me fait bien chier. L'exposition de la trame enfin terminée, nous partons pour un long flashback pour nous expliquer comment Hélène a tué André, son mari. André est un scientifique plutôt discret et fier d'avoir découvert comment téléporter des objets, si fier qu'il en fera directement part à sa femme. Après avoir téléporté une assiette made in China, avec succès, ou pas, il va régler le problème, retenter avec un journal et voir que cela fonctionne. C'est parfait. Et avoir la brillante idée de tenter avec un animal, ce qui va... Où est le chat? Il était juste là. C'est après une merveilleuse journée qu'Hélène décide de rendre visite à son mari avant d'aller se coucher. Or, elle découvre une lettre lui annonçant que... Hélène, chérie, j'ai eu un pépin. Alors, la seule question qui m'est venue pendant ce visionnage de cette scène, c'est comment y a-t-il réussi à rentrer dans ce truc? Non, parce que imaginons qu'il s'est retiré les codes bien avant Marilyn Manson, comment a-t-il pu ne pas voir qu'une mouche s'était incrustée avec lui? Alors peut-être qu'elle était déjà en lui, hein, et qu'elle allait peut-être rentrer dans son cul, ça paraît quand même assez incohérent. Après avoir fait comprendre à sa manière qu'il y avait eu un pépin, sa femme va pouvoir le revoir. Sauf sa tête, car rappelons qu'on est en 1956 et que les effets spéciaux ne sont pas encore assez développés pour montrer la transition entre visage humain et tête de mouche. Donc on le cache avec une serviette. Les effets spéciaux qui à l'époque étaient déjà bien obsolètes, parce que, je sais pas, hein, une phase de téléportation où on voit le cut bien visible, même à l'époque, ça la fout mal. Hein. Rappelons quand même que cette technique de disparition par un cut fut popularisée par Méliès plus de 50 ans auparavant dans The Vanishing Lady, c'est dire la qualité de ses plans de téléportation. Mais bon, après on n'est pas là pour critiquer un vieux film du siècle dernier, parce que rappelons-le, je suis un jeune con, j'ai un poster d'Avengers sur mon mur, et qu'au bout d'un moment, je ne suis pas légitime pour parler de ça. Internet aujourd'hui. Bon, André va expliquer à sa femme qu'une mouche est rentrée en même temps que lui dans la cabine, que la machine n'a pas réussi à différencier les deux êtres vivants, et que donc, elle a automatiquement mélangé les deux êtres. L'humain a donc une tête de mouche, et la mouche a donc une tête d'humain. Et que le seul moyen, évidemment, pour qu'André retrouve sa forme normale, est de retrouver la mouche à tête blanche pour reproduire l'expérience inverse avec. Hélène, avec l'aide de son fils, ne vont pas retrouver la mouche à temps, évidemment, parce que retrouver une mouche c'est très compliqué, ce qui va emmener André à devenir totalement fou, qu'il va donc se suicider, et fin du flashback. Mais bon, je sais pas si vous avez compris, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de critiquer et de résumer un film qui est autant décousu. On revient donc après la mort d'André, après l'arrivée de la police qui suspecte Hélène d'être folle,
Rappelons-le, Hélène, qui est vue folle mais également coupable du meurtre d'André selon les autorités, cherche toujours, avec l'aide de son fils et son beau-frère, auquel elle a tout raconté auparavant, la mouche à tête blanche. Le temps passe, il trouve pas, les autorités arrivent, le fils trouve la mouche coincée dans une toile d'araignée, le policier tue la mouche, Hélène est innocentée, tout est bien qui finit bien, le beau-frère va pouvoir coucher avec la belle-sœur car il est secrètement amoureux d'elle depuis le début. Bon, je dois vous accorder un truc, je suis un petit peu médisant, je fais des raccourcis un petit peu faciles, mais dans les thématiques et la conclusion, c'est à peu près ça. Après, le film n'est pas mauvais, hein, mais totalement à contre-courant de son remake La Mouche de David Cronenberg. La Mouche de 86 s'ouvre sur Seth Brundle, un brillant biologiste joué par Jeff Goldblum, qui discute lors d'un gala avec une journaliste Veronica, jouée par Jenna Davis, qui s'intéresse à ses projets. Voulant marquer le coup, il invite la journaliste à aller voir par elle-même dans son labo. C'est moins sale à l'intérieur. Arrivé à destination, il lui montre 2 téléporteurs qu'il appelle télépodes, où il va, pour prouver son expérience, téléporter un de ses 2 bas. Émerveillée face à ce qu'elle vient de voir, elle va enregistrer discrètement sa discussion avec Seth. Quelques minutes après, il va s'en apercevoir, elle va donc en profiter pour s'enfuir. Instantanément, elle va partir vers ses bureaux, et faire écouter l'enregistrement à son supérieur, mais également ex-mari, qui va juste penser à un magicien charlatan. De son côté, Seth, peur que sa création soit révélée, va se rapprocher de Veronica. Peu à peu, l'amour va s'installer entre les deux et les expériences vont se multiplier. Après avoir téléporté 2 singes et un steak qui va par ailleurs s'avérer dégueulasse, ça a un drôle de goût. Précise. T'as le goût de synthétique. Seth, sous alcool et en pleine crise de jalousie car il s'aperçoit que Veronica est partie voir son ex, va avoir la mauvaise idée de se téléporter lui-même. Or, une mouche s'est introduite avec lui. L'expérience marche et la machine annonce un succès. Peu à peu, au fil des jours, il va développer des aptitudes physiques surhumaines, comme avoir une très grosse forme, un gros estomac et un pénis increvable qui lui permet de niquer toute la nuit. Tu devrais être complètement épuisé. Ça fait des heures qu'on fait l'amour. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites partie de la team #je commence, je finis. Mais ces aptitudes ne sont pas sans conséquences. Des poils de mouche vont peu à peu pousser sur son corps, son visage va peu à peu devenir luisant et sale, et cela de pire en pire. Dans sa métamorphose, il va devenir de plus en plus fou et comprendre qu'il a fusionné génétiquement avec la mouche. Également, et presque au même moment, Veronica va apprendre qu'elle est enceinte. Ainsi, elle va vouloir avorter directement afin d'éviter que son enfant devienne comme celui qu'elle aime. Mais bon, à notre époque, maintenant, on le sait qu'elle ne va pas avorter, étant donné que cet immondice existe. Ne le regardez pas, c'est une recommandation citoyenne. Seth va comprendre qu'elle est enceinte, va lui demander de garder l'enfant car c'est tout ce qui lui reste d'humain, mais il va également lui demander de partir car les insectes n'ont pas de morale et qui donc il peut lui faire du mal. Devenant absolument incontrôlable, il veut mettre Veronica dans un de ses télépodes pour que lui, elle et leur bébé ne font plus qu'un. Ainsi, le vrai visage de la mouche va se révéler. Veronica et son ex vont réussir à s'en débarrasser et c'est ainsi que la mouche, dans son dernier souffle, reprend moralité et demande à Veronica de la tuer. Fin. Comme vous pouvez vous le rendre compte, les 2 films ont beaucoup de similitudes, mais également quelques différences qui rendent le visionnage et l'ambiance du visionnage totalement et absolument différents pour les 2 films. Là où La Mouche Noire résonne comme un film de monstre expérimental digne des films de la Hammer, avec une trame d'intrigue policière dans le fond, La Mouche de Cronenberg est lui un film d'horreur psychologique qui dans son horreur résonne d'humanité. Mais pourquoi cette différence? Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi? Alors, cette différence est déjà introduite par le personnage de André et de Seth. André, on ne le connaît presque pas parce qu'il est introduit dans un flashback où il est déjà mort, donc aucun moyen de s'attacher à lui puisqu'on connaît déjà sa finalité. Alors que Seth, on commence avec lui, le premier plan du film est sur lui, et on va apprendre à le connaître au fur et à mesure du visionnage, étant donné que le film est presque en huis clos dans son hangar, dans son labo. L'un est déjà en couple avec la femme, l'autre apprend à connaître la femme, puis se met en couple de façon totalement normale et naturelle. Donc c'est-à-dire que là où on va suivre plus la femme dans le premier film, la femme qui est déjà installée avec son mari et qui va de plus en plus devenir folle, presque même prendre l'intrigue sur elle, dans le film de Cronenberg,
La femme et le mari vont évoluer ensemble, réagir ensemble, mais également se supporter ensemble. Ce qui va rendre le visionnage beaucoup plus intéressant pour le spectateur, puisque dans le film de Cronenberg, voilà, on les voit évoluer depuis le début. Mais ce qui joue également à la faveur du film de Cronenberg, c'est également le montage. Le film de Cronenberg s'étend dans le temps tout en étant très linéaire. On ne va jamais faire de flashback, mais on va toujours avancer en même temps que les personnages, même si des fois on va faire des petits escales dans le temps, comme venir 2 semaines ou même 3 mois plus tard. Là où dans La Mouche Noire, on va commencer par un flashback, voir la scène de crime, tu vas ensuite partir sur ce qui s'est passé dans le passé, pour ensuite repartir dans ce qui se passe dans le présent. Ce qui n'est pas en la faveur du long métrage, puisqu'on connaît déjà la finalité de toute l'histoire, dès les premiers plans du film. Mais la différence n'est pas que dans l'attachement et la construction du récit, mais également dans la violence visuelle. Dans le film de 58, rien n'est montré, l'animal s'en sort indemne, le costume de la mouche sonne comme un vieux masque bien fait, et à la fin tout est bien qui finit bien. Alors que Cronenberg, lui, va montrer l'échec de la première expérience sur le singe. Il va montrer toute la transformation de Seth, au point de montrer la déconstruction de l'humain, mais également toute la façon de vivre de Seth, comme sa manière de manger, etc. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime tout ce qui est dégueulasse. Ah, ça sent mauvais là. Ça sent pas bon. Ça pue grave même. Car là où La Mouche de Cronenberg a eu le droit à une suite si abjecte que je ne continuerai pas à en parler, Hollywood, ne voulant jamais éteindre la flamme de ce qui marque, a décidé d'en faire un remake. Le remake de La Mouche de Cronenberg. Pauvre de nous. Mise en chantier depuis 2018, La Mouche édition nouvelle génération n'a toujours aucun nom et aucune date à son actif. La seule information qu'on a est le nom du réalisateur. Et même ça encore, on ne peut être certain. Tout ce que je sais, c'est qu'un chef-d'œuvre ne peut jamais être surpassé, sinon on n'appellerait pas ça un chef-d'œuvre. Mais il peut être égalé, certes. Mais Cronenberg a su, avec son matériau d'origine, à rendre un film plus maîtrisé, qui arrive à faire poser des questions, mais également à rendre mal à l'aise son spectateur face à cette histoire tordue qui arrive peu à peu à rendre crédible aux yeux du spectateur. Grâce à lui, cette histoire a pu trouver son public et a réussi, au fil du temps, à devenir une œuvre culte qui peu à peu fera oublier l'original, au point où elle en deviendra même oubliée. Comme quoi, un bon remake, ça existe.